Je sens qu'on a beaucoup voulu me reprendre dans la fin de l'épisode précédent, maintenant que j'ai vu ce début. Alors, je tiens à dire déjà un truc par rapport à ça. J'estime vraiment que ça manque de clarté. Sincèrement, ce que vous mettiez en scène à la fin de l'épisode précédent concernant la mort ou non du roi. Mais le fait est qu'il est véritablement mort. Je pense, parce qu'on voit pas son corps exactement, mais ce serait quand même très bizarre que Viren ait réussi à faire croire à tous les décisionnaires du coin que ce faux corps serait celui du roi, hein. Donc je pense qu'il est bel et bien mort au bout du compte d'après ce qu'on voit. Et que, au bout du compte, si l'espèce de bracelet, ces déliés, bracelets magiques qu'ils ont mis en place à la fin de l'épisode 1, les elfes de la nuit, ces déliés, c'est parce qu'il a accompli son devoir. Runan, excusez-moi. De fait, il y a un petit peu ça qui est mis en place. Je vous cache pas que ouais, ça manquait de clarté et c'est pour ça que je ne m'excuserai pas de m'être trompé là-dessus, hein. Sincèrement, sincèrement pas. Le fait qu'il lance, qu'il tire une flèche, qui se transforme en espèce de phénix de fumée ou je sais pas trop quoi, je sais pas exactement ce que ça veut dire, hein. Je suis sûr qu'il y aura une explication par la suite, mais pour moi c'est pas non plus le truc qui dit ouais il a réussi sa mission, c'est trop génial quoi, hein. C'est pas ça que ça voulait dire pour moi automatiquement, hein. Donc il est mort, on a la cérémonie au tout début, avec les gens qui sont attristés. Il y a Claudia qui a inventé le café. Non mais vraiment, il y a son frère Soren, ah, je suis fatigué, j'en ai un petit peu rien à foutre, et sa soeur qui dit, ah, et tiens, bois ça, j'ai inventé ce truc, et c'est du café, quoi. C'est super, hein, super pour elle. Et donc, il va un petit peu manipuler tout ce beau monde à faire croire que le roi a été tué, les enfants aussi, et qu'il n'y a plus d'héritier, donc il veut prendre un petit peu le trône, parce que en tant que suppléant, j'imagine, dans le rôle, c'est lui qui est le prochain sur la liste, j'imagine. Sans doute, hein, parce que c'est clairement comme ça que c'est présenté. Donc, ok. Alors, je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu bizarre aussi, hein, sur la façon dont marchent ces bracelets, justement parce que il y a Rayla qui n'a pas ce bracelet qui s'est délié. Il est toujours lié à elle, ce bracelet magique. Et pourquoi? Je veux dire, elle n'a pas complètement œuvré à ça. Genre, on lui a alloué la tâche de tuer le fils. Parce que bon, alors, le roi est mort, ok, c'est pour ça que c'est délié de Ronan, mais elle, non, quoi. Elle a rien fait. De fait, il faudrait qu'elle tue le fils pour que ce soit délié. Et est-ce que si ce truc n'est pas délié avant un certain temps, ça implique quelque chose? Beaucoup de zones vagues encore, hein, que j'espère, j'en suis presque certain, on expliquera au fur et à mesure. En tout cas, le voyage commence un petit peu pour nos trois héros et on sent qu'il y a une espèce de distance entre Callum et Rayla. Parce que bon, il y a Ezran qui suit un peu le mouvement, il est un petit peu innocent, il fait un peu ses trucs, un peu rigolo, j'avoue. Et ces deux-là ont un tout petit peu de mal à s'entendre. Pas dans le sens où on se dispute, mais dans le sens où il y a une sorte de, de petits murs culturels, on va dire, hein. Notamment le fait qu'ils croient à un moment donné qu'ils boivent du sang, alors que bon, c'est n'importe quoi, ce genre de choses. Et on va essayer un petit peu de jouer là-dessus. Un truc qui me plaît un petit peu dans la dynamique entre ces trois-là. Le fait qu'ils viennent de cultures vraiment différentes, qui ne s'apprécient pas particulièrement de base. Et le fait qu'il va y avoir ces blocages assez évidents. Donc, alors qu'ils sont en chemin, il y a Callum qui essaye un petit peu de manipuler cette orbe primitive qu'il a prise à Claudia pour essayer de s'affirmer un peu en tant que magicien. Et alors que Rayla lui explique le principe des sources primitives de pouvoir, hein, donc les 6 sources qui ont été indiquées tout début de l'épisode 1, il finit par reconnaître dans ces symboles un coffret qu'il a dans leur manoir d'hiver. Le fameux coin où on devait les envoyer au tout départ, quoi, auquel ils sont pas allés. Et bizarrement, aucun soldat s'est c'est un tout petit peu pressé de les y envoyer avant la tombée de la nuit. Je trouve ça un peu gros, mais bon. Alors, en tout cas,
il se dit, ouais, il y a un objet qui pourra peut-être m'aider pour ma magie là-bas. Est-ce qu'on peut faire un petit peu ce crochet, sachant que c'est un peu vers l'est aussi, donc ça ne fera pas un gros détour techniquement. Et elle a un petit peu peur. Et là, tu sais que pourrait y avoir d'autres humains là-bas et ils risquent pas trop de m'apprécier. La solution la plus évidente, c'est de faire en sorte que seuls les deux humains y aillent. En quoi c'est compliqué sur le principe, je dis ça comme ça, hein, que Rayla reste un petit peu en arrière et que les seuls à s'y rendre, ce soit Ezran et Callum. Vous avez peur qu'il y ait des soldats humains montés par Viren pour vous attaquer vous aussi, je sais pas. Peut-être, ok, vous savez quoi, pourquoi pas. Malheureusement, ça ne va pas être le cas. Et, enfin malheureusement, tant mieux, dans un sens ça va pas être le cas, puisque au premier abord il n'y a personne. Et c'est vrai, il n'y a personne. Donc elle s'y rend, elle est là pour vérifier, mais c'est à ce moment-là que la garde qui était censée protéger Ezran et Callum arrive. C'est-à-dire le lendemain de la nuit fatidique où il y avait l'agression prévue. Un petit peu en retard, les gars. Je vois, oui, un tout petit peu en retard. Hein. J'imagine qu'ils ont mis du temps à se préparer parce qu'ils ont des problèmes de vue. Parce que quand ils arrivent, eh ben, ils ne remarquent pas que Ezran est en train de porter un œuf magique sur lui et il a tout le temps de le cacher. Je peux pas m'empêcher de trouver ça un petit peu con. Un petit peu con. En tout cas, cette petite troupe qui a été envoyée pour les protéger est menée par leur tante Amaya. Alors, je ne sais pas si c'est leur vraie tante ou c'est une fausse tante qu'ils se sont fait parce qu'ils sont proches d'elle. Je ne sais pas trop. Là, c'est la chef de cette escouade et je dois avouer qu'elle est super cool. C'est une capitaine sourde-muette, on joue de façon plutôt intelligente et un peu amusante là-dessus, sans oublier de la rendre vraiment badass. Et elle marque beaucoup par sa présence. J'espère qu'on aura pas mal de temps sur ce personnage. Enfin bref, ils se rendent à ce manoir d'hiver pour les protéger, sans savoir quoi que ce soit de ce qui s'est passé. Ils ont reçu une missive du roi qui leur a dit ce qui devait se passer la nuit dernière. Et donc à nouveau un certain retard à déplorer. Et on voit qu'ils connaissent bien nos deux personnages alors qu'ils essayent un petit peu de noyer le poisson. De façon pas du tout naturelle, je vous jure, Callum est un menteur nul. C'est pas du tout son truc de mentir. Et le fait que personne ne le voit, c'est peut-être le truc le plus gros. Le fait qu'il ne sache pas mentir, qu'il dise « Ah, mais nous sommes tout seuls, il n'y a personne d'autre qui ne soit pas humain ici, hein. Entrez donc. Mais vous croyez que nous sommes pas seuls? Je vous assure que nous sommes seuls, vous avec votre armée d'humains. » En parlant vraiment très haut comme ça, je veux dire, c'est évident qu'il cache quelque chose qui n'est pas naturel du tout. Mais bizarrement, ils se font avoir. Bizarrement, Amaya et les autres ne voient pas quelque chose derrière ça. J'imagine que c'est quelque chose qui leur viendrait pas trop en tête, qui s'acoquine avec un elfe de la pleine lune pour quelque chose d'un tant soit peu recherché. Alors qu'ils essayent un petit peu de cacher le truc, c'est délicat parce que Raya doit un petit peu se cacher, de pas se faire voir. Il y a Ezran qui dit, on pourrait peut-être dire la vérité, dire ce qui se passe, ce serait une bonne chose, tu sais. Qu'elle me dit, ouais, non, je pense que c'est mal barré, hein, vu qu'elle a peu d'estime pour les elfes, comme elle l'a un tout petit peu appuyé, c'est clairement un truc qui passerait pas. Donc, alors que Rayla trouve la boîte qui voulait notre héros, et ben elle se fait surprendre par Amaya, qui débrouille plutôt bien et qui lui pète un peu la gueule. J'imagine que si ça avait été la pleine lune, ça aurait pas été la même. Et je dois avouer, pour aussi courte qu'elle est, la scène de combat passait plutôt bien. L'action, globalement, quand on s'y met un peu les moyens, rend très acceptablement et suffisamment prenante à suivre. Ça aide un petit peu à élever le niveau de l'animation qui reste assez en deçà de la moyenne, je dirais, pour moi. En tout cas, elle est capturée, elle essaye de ne pas faire savoir ce qui se passe et elle se fait aider de façon plus ou moins discrète par Ezran et Callum pour s'enfuir un petit peu en utilisant donc, j'arriverai jamais à retenir ce nom de merde, Batrapat, voilà, et son pouvoir luminescent, qu'apparemment les soldats ne connaissent pas. Ils sont un peu familiers avec Ezran et Callum, mais ils savent pas que leur crapaud luminescent est luminescent.
Oh, ok, enfin grâce à ça, elle parvient à se barrer, mais oui, ça suffit pas pour aller très loin, ils finissent par se faire tous encercler, etc., etc. Et là, il y a Esran qui dit, ça serait bien de dire la vérité maintenant parce qu'on est un petit peu... Ouh, hein. Mais c'est là que Kaloum a cette idée de faire croire à Amaya qu'au bout du compte, elle est sanguinaire, cette elfe de la pleine lune, et que si on essaye quoi que ce soit contre elle, elle leur fera du mal. Et ouais, alors Raya joue le jeu hein, en étant un peu surprise par cette approche qui lui plaît pas des masses pour se barrer un petit peu après avoir un peu risqué de se faire décocher une flèche en plein crâne. Et donc elle joue le jeu en disant hey, si vous approchez, je les tue, etc. Et donc elle parvient à s'échapper un tout petit peu avec eux. Et alors là, je pense que c'est le truc que je trouve le plus mal fait dans la présentation visuelle. On les voit se barrer alors qu'elle ne les tient plus en joue dans une barque et c'est elle qui se fait un peu traîner par eux. Et pourtant, dans le plan après, on voit les soldats assister à ça et qui trouvent pas ça normal du tout. Ils se disent, oh ok, ils sont capturés, ça se voit qu'elle les force. Ils sont Miro en fait, hein. C'est vraiment le groupe des soldats Miro, mené par une sourde muette, ce qui est assez ironique. C'est très bizarre pour moi cette partie-là. Vous pouviez pas faire un peu mieux dans la mise en scène visuelle de ce genre de truc. C'est pas grand-chose hein, à corriger ça, hein, vraiment. Ouais, il se barre. Il y a Rayla qui a un petit peu mal d'avoir eu ce traitement de la part de Callum qui s'est dit de toute façon il n'y a pas moyen de les raisonner et qui est parti sur le fait de jouer sur le mythe de l'elfe sanguinaire, etc. Donc elle le vit très mal et ça crée un petit froid entre eux. J'apprécie cette idée de commencement réel de relation entre eux, ça va pas être direct, on est super copains, va rien y avoir de grave entre nous, il y a toujours ces petits problèmes de considération par rapport aux différences de race et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ce qu'on a créé dans le petit drame à ce niveau-là. Amaya a dépêché un de ses soldats qui s'appelle Cornus, ouais, je l'ai noté, Cornus, pour les filer et guetter la moindre occasion de récupérer vivant le prince et son beau-frère parce qu'ils sont importants pour elle et elle veut faire gaffe. On sent que c'est quelqu'un de très noble qui considère la vie de ces deux-là comme prioritaire. Et oui, j'espère vraiment qu'elle aura un rôle important. On la pose un petit peu comme l'antagoniste gentil, mais l'antagoniste de premier arc. C'est un peu cette impression-là, peut-être que je me trompe, et j'espère que ce sera un peu plus que ça. Mais bon, on verra bien. Hein. Pour l'instant, elle m'a fait une très bonne première impression, cette femme. En tout cas, du côté du château, il y a Viren qui a un petit peu accéléré son couronnement. En disant bien oui, ils sont tous morts, maintenant nous sommes en guerre, il faut qu'on se dépêche, c'est moi qui serai régent, et là blablabla. Bon, il y a la préposée à ça, la passation de pouvoir qui se charge de pas mal de trucs, qui a un petit peu de mal à accepter ça totalement. J'imagine que le petit conflit politique concret par rapport à ça sera poursuivi par la suite. Seulement, voilà, au moment où il s'apprête à être couronné, ça va pas aller totalement dans le sens qu'il voulait, puisqu'il y a Amaya qui arrive pour annoncer que les deux princes ne sont pas morts. Et le truc avec ça, la raison pour laquelle ça passe, j'imagine, c'est que les quelques soldats qui les ont vus se barrer, c'est vraiment des soldats totalement à la solde de Viren. Parce que je pense pas que ce soit tous les soldats, enfin ça me surprendrait quand même. Et donc Soren, Claudia, tout ça. Et je te dis ouais, on joue le jeu, on suit le mensonge et on s'en fiche un petit peu. De toute façon, Viren doit être régent tout de suite. Mais malheureusement, ça passe passer comme ça. Et c'est la raison pour laquelle ça passe pour les gens. C'est-à-dire qu'ils croyaient qu'ils étaient morts parce qu'ils avaient disparu. Mais ils ne sont pas morts puisqu'ils annoncent ça. Et donc, ouais, il n'est pas parti pour être régent puisqu'il y a toujours les héritiers directs qui sont présents. Et donc j'imagine qu'il va vouloir dépêcher un petit peu des assassins ou quelque chose de ce type-là pour les freiner et faire en sorte qu'ils ne soient plus un problème pour sa prise de pouvoir. Je vous cache pas que j'ai quand même un peu de mal avec ça. Je trouve que si vous vouliez vraiment en faire quelqu'un assoiffé de pouvoir, pris vraiment dans son principe même,
lutter contre l'autre camp qui sont juste des menaces, etc. Il fallait pas créer une espèce de drame vaguement touchant entre lui et le roi et le fait qu'ils sont proches, etc. pour jeter ça aux orties et faire comme si on s'en foutait royalement en fait. Parce qu'au bout du compte, là, il salit sa mémoire en disant n'importe quoi sur lui et et au bout du compte, tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir, à un certain degré, même si dans sa tête c'est pour de bonnes raisons, mais il veut le pouvoir. Et de fait, il fallait juste partir là-dessus. Pas sur ce côté, ah, je suis prêt à me sacrifier pour lui, quoi qu'il arrive. Mais en fait, non, c'est un sale connard. Ce genre de truc était vraiment de trop pour moi. Un conflit totalement superflu, vous pouviez juste en faire quelqu'un qui voulait le pouvoir dès le départ et qui a manipulé les choses. Parce que on n'a toujours pas vu en détail le meurtre du roi. C'est pas impossible sur le principe que ce soit même pas les elfes en question qui aient tué le roi. C'est pas impossible que ce soit lui qui l'ait fait et qui ait fait passer les elfes comme responsables. Ça me surprendrait pas. Mais ouais, il y a quand même pas mal de choses qui restent un petit peu mystérieux, vagues et qui seront, je pense, je l'espère bien, expliquées par la suite, hein. Le principe des bracelets qui les lient, par exemple, les elfes, j'espère qu'on aura un peu d'explications précises à un moment donné. Mais sur le principe, je trouve pas ça bête du tout. Parce que pourquoi on expliquerait ça? Les six elfes qui ont passé ce pacte, ils n'ont pas besoin de s'expliquer comment ça marche, et elle est clairement pas assez ouverte à ses deux autres compagnons qui viennent d'arriver, Rayla, pour expliquer comment ça marche. Donc c'est logique qu'on n'ait pas d'explication. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que ça reste mystérieux et sur le coup, ça me lance pas mal de questions qui, je l'espère, seront répondues de façon juste et satisfaisante. C'est vraiment tout ce que j'espère. Alors en tout cas, cet épisode vraiment pas mal. Quelques petites grossièretés de mise en scène, mais globalement, les moments de personnage rattrapaient bien le coup. Et oui, un nouveau personnage qu'on met en place qui j'espère saura prouver sa valeur au même niveau que cet épisode par la suite. A bientôt pour l'épisode 5. Bye!